Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode et que vous souhaitez la soutenir, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui, je reçois 2 invités de l'entreprise Capgemini pour vous parler digitalisation de l'industrie. Ça va être un super épisode, vous allez voir. J'ai le plaisir de recevoir Henri Cuillet et Pierre-André Vandel. Bonjour messieurs. Bonjour Mathieu. Alors, on n'a pas l'habitude d'enregistrer en triptyque sur Planète Ingé, mais aujourd'hui c'est une première et je pense que ça va être super sympa. Est-ce que on se ferait pas un petit tour de table pour se présenter? Bon, moi je crois que c'est pas la peine, les gens commencent à me connaître. Pierre-André, si tu veux commencer? Ouais, avec plaisir. Rebonjour Mathieu, bonjour à tous. Pierre-André Vandel. Donc moi, j'ai commencé à travailler il y a 10 ans. J'ai rejoint Capgemini il y a 4 ans en tant que responsable d'équipe. Et puis depuis 2 ans, spécialisée dans l'architecture. On va en parler, je pense, pendant cet épisode, mais comment essayer d'épauler les sociétés dans l'architecture de systèmes extrêmement complexes pour les épauler depuis la définition du besoin jusqu'à la mise en place de la bonne solution qui répond aux enjeux du marché. OK. Henri, c'est à toi. Ouais, Henri Cuillet, donc moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'ingénierie de systèmes complexes. Donc, comment justement concevoir des systèmes complexes. J'ai rejoint Capgemini il y a 5 ans. Ça, et on va en parler aujourd'hui. Écoutez, c'est top. On voit qu'il y a 2 profils un peu différents en termes d'expérience de travail. Qu'est-ce que ça change, Pierre-André, Henri, qu'est-ce qui a ch ah bah, on va essayer d'être organisé, donc à chaque fois on va tourner sur la même question, enfin on verra, mais qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier et avec un petit peu de recul sur les années passées, comment ça a évolué et quels sont les enjeux qui vous stimulent encore aujourd'hui? Ouais, alors ça parmi les choses qui sont particulièrement plaisantes dans le métier, donc on a la chance de travailler sur des systèmes qui sont complexes. Ça, pour un ingénieur, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Ça, notre cerveau doit être fait pour ça, probablement. Ça, et donc on a Pierre-André pourra en parler aussi, mais on a eu l'occasion de travailler sur des systèmes embarqués dans l'aéronautique. Ça, on travaille aussi dans le domaine du ferroviaire, ça, dans le domaine automobile, donc on peut voir différents domaines, différents sujets, ça, aborder des sujets complexes. Et on a la chance de pouvoir, à travers notre métier, les aborder sur différents aspects. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur les produits qu'on développe, on va travailler sur la façon de développer ces produits, on va travailler sur les outils, les logiciels qui nous aident à développer ces produits. Donc on a vraiment beaucoup de facettes dans le métier qu'on a la chance de faire. Ouais, Mais toi, en beaucoup de 20 ans, facettes, Henri, ouais. ouais, en Pardon. 20 ans, Henri, qu'est-ce qui a vraiment changé? Quel est le fait le plus marquant qui a évolué, toi, en tant qu'ingénieur? Qu'est-ce que tu as vu s'accélérer, et en bien ou en mal, hein, justement? Faut quand même, on est assez libre sur cette antenne. Alors, ce qu'on a vu s'accélérer, c'est on a de plus en plus de complexité dans les systèmes qu'on rencontre et surtout dans de plus en plus de domaines différents. Ça, on a je pense, Pierre-André aussi, on a commencé à Toulouse, donc dans l'aéronautique. Ça, on a dès le départ été sur des systèmes complexes, mais maintenant, on a des interventions qui sont similaires dans les systèmes automobiles, donc la complexité, des véhicules a beaucoup augmenté. Ça, on travaille de plus en plus pour des startups aussi, ça qui développent dès le départ des des produits très complexes. Et donc là, par exemple, on travaille avec une société qui s'appelle Ascendance qui développe un avion à décollage vertical. Ça, c'est une société qui existait pas il y a quelques années. Ça, donc cette complexité a vraiment augmenté et s'est déployée, ça, sur tous les domaines dans lesquels on travaille.
Alors c'est rigolo parce que la semaine prochaine, il y a un épisode qui sort avec une interview du chef de projet Hypercar chez Alpine et il me disait exactement la même chose. En fait, lui qui a une trentaine d'années d'expérience, voire plus dans l'automobile, il a vu évoluer à une vitesse folle l'importance du software et de Mmh. l'électronique dans les voitures et dans la conception des voitures et c'est un truc complètement fou. Pierre-André, toi, de ton point de vue, avec peut-être un petit peu moins de recul qu'Henri, mais quand même, qu'est-ce qui t'emballe toujours aujourd'hui dans le métier que tu pratiques? Et puis, comment tu as Mmh. vu les choses évoluer, ne serait-ce qu'en 10-15 ans Ouais, avec bah, c'est vrai comme l'a dit Henri, une grosse évolution très forte, on parle beaucoup de complexité. Je pense que, on n'a pas démarré depuis 5 minutes, qu'on a déjà dit complexité plein de fois et c'est vrai que c'est aujourd'hui le cœur de notre approche d'essayer d'épauler les sociétés pour réduire la complexité ou en tout cas, pas la réduire parce que le produit sera de plus en plus complexe, c'est clair. Le software, tu en parlais Mathieu, est de plus en plus présent. Il s'agit de le coupler, plus efficacement, le découpler, mais ça, c'est justement une question de stratégie avec les autres disciplines. Mais d'être en mesure justement, d'appréhender cette complexité au mieux. On ne va pas pouvoir augmenter, les coûts de conception indéfiniment. Il y a des enjeux de compétitivité qui sont là pour, nos clients et il s'agit d'être en mesure de designer des systèmes extrêmement complexes qui répondent aux enjeux du marché, tout en limitant les coûts et en limitant les temps de cycle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment arriver dans un moment où il y a une vraie rupture, de l'industrie. C'était évoqué lors d'un des épisodes précédents, notamment avec Jérôme Mortal, où, justement, il y a une rupture très forte qui se fait avec des nouveaux produits qui arrivent sur le marché parce que les enjeux changent et il s'agit, par les approches que l'on porte avec, Henri, de pouvoir, épauler nos clients dans cette démarche-là et le dernier aspect aussi, c'est la digitalisation. On était sur des approches qui permettaient de structurer, d'épauler les clients, en donnant une structure, une méthode, un framework qui va les aider au quotidien à pouvoir qualifier le problème, comprendre les solutions, implémenter les solutions et là, avec la digitalisation, on vient apporter un nouveau, niveau qui, s'il est bien, lié avec ces approches, historiques d'ingénierie des systèmes, va nous permettre de considérablement accélérer le temps de conception, réduire le temps de cycle, permettre la collaboration entre les acteurs et surtout faciliter la prise de décision quand on a en face de nous 2, 3, 4, 10 configurations de systèmes. Quelle est la meilleure? C'est là où la digitalisation et tous les services associés vont nous aider énormément. On va en reparler, mais je pense qu'en toile de fond de l'épisode, tu l'as rappelé, on va garder en tête que par rapport à peut-être il y a 10-15 ans, la compétition mondiale s'est accélérée. Ouais. On a parlé dans l'épisode avec Jérôme, tu l'as dit, de désindustrialisation et nécessité de réindustrialiser et de réapprendre à faire en France, pas que à concevoir, mais apprendre à faire. Et donc, je pense que c'est avec cet éclairage-là on va essayer aussi d'orienter peut-être, enfin pas d'orienter, mais au moins tout du moins de considérer les réponses que vous allez nous donner quand on va Mmh. parler de digitalisation. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai quelques questions à vous poser évidemment sur ces sujets-là, mais est-ce que vous voulez apporter un petit commentaire sur ce sujet justement de ce qu'on a perdu potentiellement en France aujourd'hui en savoir-faire ce qu'on devrait, ce qu'on doit peut-être chercher à reconquérir et comment on se positionne par rapport à ça? Je sais pas, qui veut commencer là-dessus? On a tous effectivement, vu et vécu cette, désindustrialisation et donc le fait que pour beaucoup de la fabrication, ça est partie dans d'autres pays. Ça aujourd'hui, on en parle beaucoup, on a un vrai enjeu, de réindustrialisation, mais la réindustrialisation, elle se fera pas, comme, on industrialisait les choses il y a 20 ans, il y a 30 ans. Elle va réussir à se faire par des choses qui seront beaucoup plus automatisées, qui seront beaucoup plus intégrées avec la conception du produit dès le départ. Mmh. Ça et c'est comme ça qu'on a une chance de reproduire en France. Ce ne sera pas une industrie manufacturière comme on pouvait l'avoir il y a quelques dizaines d'années et c'est vrai que c'est un des aspects qu'on rencontre dans nos activités, et sur lequel on intervient. Mmh. Oui et tu disais Henri, mais c'est absolument enfin, je peux que qu'être d'accord sur le fait on va devoir reproduire en France, mais pas n'importe comment et surtout, penser la production dès le départ et quand on dit dès le départ, c'est éviter la séquence où je pense un produit, je conçois mon produit, puis ensuite je me dis: «Tiens, quel est le meilleur système? Quelle est la meilleure usine qui va permettre de produire ce système-là?» Non, c'est dès le départ d'arriver à penser en parallèle la conception du produit et l'outil industriel pour l'avoir d'une manière beaucoup plus optimisée, automatisée et là, on y arrivera.
Et là aussi, je fais pas mal écho, à l'épisode avec Jérôme Mortal où il évoquait des boucles d'agilité, beaucoup plus d'agilité pour permettre les échanges et les échanges notamment entre bureaux d'études et unités de production qui sont, au plus tôt, nécessaires pour éviter d'avoir de mauvaises surprises qui vont, coûter très cher et puis de repenser une production, adéquate. Il parlait aussi, de pas d'avoir des immenses usines dès le début, mais peut-être plusieurs unités, de production, bref, d'avoir la bonne configuration et ça, il s'agit de le penser au plus tôt parce que sinon on court à des difficultés supplémentaires. Déjà que c'est pas évident d'assurer la production de voitures, d'avions, heu, aussi complexes que les systèmes qu'on a à gérer, pour Capgemini. Et pourtant, c'est marrant parce que dans le verbatim des médias, ce qu'on aime et des politiques en ce moment, ce qu'on aime entendre, c'est gigafactory, mégafactory, Mmh. on est toujours dans la surenchère, alors que c'est pas forcément le modèle industriel qui convient, à une perspective 2030-2040, surtout avec, la composante environnementale qui rentre en ligne Mmh. de compte. Enfin, Mais c'est vrai on aime beaucoup effectivement les grandes entreprises, les grosses usines et on a beaucoup favorisé ça en France d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup plus de nouvelles sociétés qui se créent, qui vont de fait avoir des usines, qui seront beaucoup plus petites et on pense aussi à des choses qui vont être beaucoup plus facilement réplicables pour pouvoir se produire plus localement, facilement refaire un endroit, une usine telle qu'elle a été conçue ailleurs. Donc ça, c'est un axe qui est important. Ce qui ne veut pas dire que les gigafactories ne fonctionneront pas, hein, il y en aura, mais aujourd'hui, on a aussi besoin d'un tissu d'entreprises intermédiaires en France qui vont produire ça, justement plus localement, et à des échelles plus petites. Mmh. C'est quelque chose Et qui quand on évoquait les gigafactories, oui, répondent à un enjeu qui, selon l'étude qui a été faite, montre que c'est ce type d'usine qu'il faut pour répondre à cet enjeu. Après, maintenant, il va y avoir oui. de plus en plus de nouvelles disciplines qui vont arriver. On parle de développement durable. On ne peut pas, passer évidemment, outre cette discipline. C'est une discipline, hein, qui peut se modéliser, qui peut se comprendre, et qui doit être intégrée au plus tôt. Tout comme la cybersécurité, c'est des choses, tu l'évoquais Mathieu au début, il y a 10-15 ans, on l'avait pas en tête. Donc on concevait sans avoir en tête ces disciplines-là. Il s'agit de les prendre elles aussi au plus tôt, de telle sorte à ce que quand le produit, l'usine qui sera livrée, répondre aussi à ces enjeux puisqu'il s'agit de construire des usines, des produits qui tiennent sur, 40, 50, 60 ans et on ne pourra pas passer outre. C'est la gestion de l'écologie, de l'environnement autour de nous, ça semble évident maintenant. Alors, est-ce que, il y a un de vous 2 qui pourrait m'expliquer ce que c'est justement la digitalisation de l'industrie et le concept de digital twin, jumeau numérique? Qu'est-ce que c'est? Moi, je peux tenter une première définition, sachant que j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions de jumeaux numériques, digital twin qu'il y a d'ingénieurs aujourd'hui, donc je vais tenter la mienne. C'est, une représentation virtuelle d'un produit physique. C'est la capacité qu'on va avoir à représenter, plus ou moins finement, de manière plus ou moins réaliste, selon ce que l'on souhaite, démontrer, le produit physique. Je vais avoir, une voiture, je vais avoir la représentation virtuelle de ma voiture et puis sur cette représentation virtuelle, composée de modèles mathématiques plus ou moins aboutis, plus ou moins avancés, je vais pouvoir, explorer des comportements qui seraient très coûteux si je voulais les explorer, avec une voiture, physique. Des crash tests, par exemple, au lieu d'en faire 1000, je vais peut-être en faire que 10 parce que cette représentation virtuelle de ma voiture m'aura permis, d'acquérir plus de conviction sur le comportement futur du système de ma voiture physique et aussi, quand la voiture sera en service, de pouvoir reproduire des comportements qui vont me permettre de dire: «Ah voilà pourquoi ça marchait pas, je vais essayer de comprendre en, bidouillant mon modèle, mes modèles» et via le modèle et la simulation, puisque jumeau numérique, c'est aussi beaucoup de simulation, beaucoup de nouveaux services autour du modèle. Je vais pouvoir comprendre pourquoi ça marche pas ou comment ça pourrait marcher mieux. Voilà, c'est ouais, une première c'est définition. Je sais pas Henri comment tu vois les choses, mais la définition me va très bien. Je vais rajouter un axe, c'est que ces modèles, ces représentations de nos produits, on va chercher à les avoir aux différentes étapes du cycle de vie de nos produits. Donc, c'est dès les phases de conception, les phases de test, Pierre-André en a parlé, pendant la production aussi, on va essayer de se représenter le produit tel qu'il va être produit,
quand il sera utilisé, quand il sera en maintenance et même quand il sera démantelé. Ça donc c'est vraiment un des enjeux aussi de ces digital twins, ces Mmh. représentations numériques, ça Ouais. de Et représenter l'ensemble des aspects, ça de mmh, nos produits. Et quel est vraiment l'état de l'art? Parce que le papier refuse pas l'encre, on est d'accord. On est tous des ingénieurs, donc on est très factuel. Moi, on connaît un peu l'état de l'art de la simulation, des comportements énergétiques des grands sites industriels et mmh, cetera. Honnêtement, on en est encore au balbutiement. Déjà dans la volonté de comprendre, dans la volonté d'améliorer les choses et puis dans la capacité, numérique de simuler les comportements. Donc donnez-nous un petit peu l'état de l'art entre mmh. les définitions qui font rêver et vraiment ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, il y a depuis plusieurs années déjà, ça différentes représentations, différents types de modèles qui existent et qui sont matures. Les modèles 3D de nos produits, on sait les faire depuis plusieurs années. Ça on on a des modèles sur nos logiciels qui existent aussi, ça depuis plusieurs années, qui permettent de simuler du comportement. En revanche, on a encore globalement des silos avec des équipes qui travaillent sur un aspect spécifique et un des enjeux du jumeau numérique, justement, c'est d'intégrer l'ensemble des disciplines, et de permettre d'avoir une représentation le plus multidimensionnelle possible des systèmes sur lesquels on travaille. Et d'éviter, c'est ça, c'est que, comme, le disait Henri, il y a peut-être pas un jumeau numérique, il y a des jumeaux numériques, puisqu'il y a des jumeaux numériques à chaque étape du cycle de vie du produit. On n'a pas le même besoin quand on est dans une phase très amont de conception, que quand on est dans une phase où le système est en opération et qu'il s'agit de comprendre pourquoi quelque chose n'a pas marché. Donc il y a plusieurs jumeaux numériques et pour chacun d'entre eux, l'idée c'est pas de repartir de zéro, là aussi de désiloter un petit peu la chose, mais d'être en mesure que l'un serve à l'autre, qui serve à l'autre, puisque c'est quelque chose qui va venir s'enrichir tout au long du cycle de vie produit. Et c'est là où on va commencer à parler, concrètement de continuité digitale. Qu'un modèle qui a servi à un moment, ben, on ne le jette pas à la poubelle et qu'on ne recommence pas à zéro lors d'une étape peut-être, plus fine dans le cycle de développement, mais qu'on se serve de ce modèle comme donnée d'entrée et qu'on vienne l'enrichir, pourquoi pas avec un modèle plus représentatif, parce qu'on va vouloir jouer des scénarios beaucoup plus, avancés ou qu'on vienne, simplement récupérer des informations telles qu'elles ont été validées à l'étape précédente. Et du coup, ces jumeaux numériques, il s'agit de les faire vivre ensemble, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle d'ingénierie des systèmes complexes, on parle de continuité digitale, on parle de digitalisation. Quelles informations digitalisées je vais mettre dans mon tuyau pour que l'équipe, après moi puisse aussi travailler sur le jumeau numérique? C'est là tous les enjeux qu'on essaye d'adresser dans un package, structuré et j'allais dire, organisé dans le sens où il y a une multitude de disciplines qui sont impliquées. Et du OK. coup, un aspect qu'on peut rajouter, parce qu'on a justement cette multitude de disciplines, au cœur du jumeau numérique, on doit aussi avoir la collaboration, entre les équipes, et on travaille tous en tant qu'ingénieurs dans un monde qui est aussi de plus en plus digital. Ces outils, il faut qu'on les utilise, pour améliorer la collaboration entre les différentes équipes, les différents intervenants, ça, dans les développements. Ouais, ça, c'est un point assez intéressant. On peut faire une aparté, hein. Comment ça se gère au quotidien? Est-ce qu'il y a beaucoup de latence due à ça? Est-ce qu'il y a beaucoup d'incompréhension? Comment on arrive à organiser le travail pour être justement plus efficace, que l'information circule bien? C'est pour vous? Alors, on part déjà du postulat qu'il y a de l'incompréhension. Ça, je pense que ça, dans notre domaine, Ouais. c'est une évidence, on part du principe qu'on ne se comprend pas, il y a des outils, simples qui permettent, aujourd'hui d'échanger de manière de l'information beaucoup plus rapide. Ça donc ça, on le voit même dans nos vies quotidiennes, on a une facilité d'échange, d'informations qui est très forte, mais on a aussi un enjeu à structurer l'information et donner un accès à l'information la plus à jour et ça, c'est Pierre-André, je pense que tu pourras compléter. Ça fait vraiment partie du jumeau Mmh. numérique. Oui, et que c'est pas on parle de digitalisation et que c'est pas une solution, de l'informatique pour l'informatique, si je puis dire. C'est pas quelque chose qui est réservé, au département, IT des grandes sociétés. C'est quelque chose qui doit venir impliquer aussi le métier et c'est aussi quelque chose qu'on pousse. C'est une convergence du métier et de l'IT. Ça vient mobiliser un tel nombre de disciplines, certaines très métiers, certaines très IT, qu'il s'agit de les structurer ensemble. Donc déjà pour que ces 2 mondes parlent le même langage,
il y a un très gros effort à faire, pour essayer de comprendre comment on va pouvoir travailler ensemble différemment. Là aussi, hein, enfin, on revient à, désiloter les organisations pour leur permettre de travailler ensemble sur un même modèle, qui va, être la base de vérité, la source de vérité et sur cette source de vérité, de venir y ajouter les services qui vont aider toutes ces personnes à, choisir la meilleure solution. Donc oui, il y a un travail autour de la donnée. Derrière la digitalisation, c'est de la donnée, c'est d'une information qui est digitalisée. Il s'agit que cette donnée structurée ait la même signification qu'on soit dans un service ou dans un autre, dans une entreprise ou dans une autre, si ces 2 entreprises doivent travailler sur le même modèle. Et là, il y a un chantier qui est juste énorme pour arriver à ce que cette digitalisation, tu parlais du jumeau numérique, digitalisation, c'est un peu les buzzwords du moment, mais que derrière on vienne, de manière beaucoup plus, pragmatique, peut-être moins sexy, hein, mais on vienne y mettre les ingrédients qui font que, la donnée veuille dire la même chose pour tous les acteurs et que cette donnée injectée dans le modèle puisse être utile pour, ensuite supporter une prise de décision. C'est ça qu'on cherche à faire. Nous, on n'est pas là pour, prendre la décision, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de permettre de donner toutes les informations pour que les décideurs puissent, en connaissance de cause, en ayant, la vue la plus complète possible, tous les éléments pour dire: «Bon d'accord, c'est vers là qu'il faut aller» et Ouais ça, c'est pas évident. et et du coup, il y a tout un travail sur la gestion de la connaissance aussi qui est au cœur de la digitalisation, au cœur du digital twin et là, je vais prendre le carton jaune, mais je l'assume. On a tout un travail sur les concepts qu'on utilise et donc tout un travail sur l'ontologie, des entreprises, l'ensemble des concepts, qu'on manipule, dans l'ingénierie, Ouais. notamment. Parlons le même langage, juste. D'accord, ok. Parlons le même langage. Déjà ça, Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à 3 personnes de votre entourage par WhatsApp et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Comment on se situe la France justement dans ce contexte de digitalisation de l'industrie? Est-ce qu'on est plutôt en pointe? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on fantasme l'avancée de certains pays en Asie, aux États-Unis? Voilà. bah, je dirais qu'on a souvent tendance en France, alors peut-être, je sais c'est de ma fenêtre, mais à noircir le tableau, mais je trouve qu'on n'est pas si mal. On n'est pas si mal sur ces aspects de digitalisation, on le voit, via Capgemini, on adresse toutes les zones géographiques, donc on arrive à voir où est l'état de l'art pour chacune des entreprises avec qui on travaille, qu'elles soient situées en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. On voit que la France est pas, mal placée et justement plutôt en pointe, je dirais, sur la capacité d'une part à prendre toutes les briques de la digitalisation utiles et à les lier à toutes ces autres approches dont on parle avec Henri depuis le début de l'épisode. Voilà, on n'est pas si mal et on a tous les ingrédients. Je rajoute juste un dernier point puisque l'épisode avec, Jérôme Mortal a été quand même utile. Il parlait d'agilité et de simulation. Beh, sur ça, je trouve qu'on est très bon justement dans la capacité à prendre un modèle et faire de la simulation et en boucle courte, l'agilité, derrière, arriver à dire, «C'est ça que je dois faire». Voilà, donc je sais pas si c'est l'esprit du moment de dire qu'on est, on est très en retard ou qu'on a raté le virage, mais selon moi, je pense pas qu'on l'ait raté, hein. Ok, bah c'est super intéressant. Et Henri, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux principaux défis qui nous restent à relever justement en France Alors la digitalisation, c'est un travail qui va de toute façon se faire sur, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Mmh. Ça on on intervient beaucoup sur des gros projets, ça, de digitalisation pour des grandes entreprises, ça qui vont mettre en place des solutions et ça, c'est toujours en train de se faire, mais ça avance pas mal. Un des enjeux, je pense, ça va être justement d'être capable de répliquer cette digitalisation dans des entreprises plus petites, ça donc qui ont des budgets, des moyens plus réduits, ça et de vraiment pouvoir le mettre à disposition de tout le monde, ça et aujourd'hui, pour ça, il y a clairement encore du travail, Mmh. sur la digitalisation. On a des solutions qui sont en train de s'industrialiser, on est encore loin d'avoir fini, ça mais qui sont vraiment pensés pour des grandes entreprises. Ça Et par rapport à ça, justement, on voit les grosses capitalisations qui sont en train d'être levées aux États-Unis sur des startups ou des entreprises qui sont déjà des mastodontes, hein, Microsoft, Mmh. Google, Mmh. OpenAI sur l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas un fantasme? Est-ce que c'est pas que des chiffres? On les voit avancer à la vitesse de la lumière sur ces sujets-là? Ou de toute façon,
comme tu dis, on n'est pas en retard, mais on devra utiliser leurs services, à un moment donné. Tu as raison, hein, il y a certaines briques qu'on vient chercher, des États-Unis et qu'on va essayer de réutiliser. C'est clair que sur ces aspects-là, de l'IA, il y en a beaucoup. Il y a aussi les aspects cloud sur lesquels on a aujourd'hui une dépendance auprès de sociétés américaines qui va, poser problème dans certains secteurs comme la défense. Ça, c'est clair et sur lequel il y a déjà des sujets en cours pour essayer de décloisonner ce qui peut être décloisonné pour faire de ces clouds des clouds de confiance, capables Quel d'être type de utilisés. sujet, par Ouais. exemple? Beh, justement, quand tu as des infrastructures, les infrastructures vont elles aussi changer. On parle de digitalisation, cette donnée qui va être générée en masse, il s'agit de l'héberger sur les infrastructures, pertinentes et c'est là où on va commencer à parler, du cloud et dans certains environnements, dans des industries, très spécifiques, je redis la défense, on va devoir, mettre en place toute la structure pour que ces données soient hébergées de manière sécurisée. Là, il va y avoir de véritables enjeux. Là aussi, aujourd'hui, on est en effet en train d'aller chercher des briques, vers des sociétés américaines. Ça va changer, des projets, massifs ont été lancés pour essayer de rattraper cela. Mais là, il va y avoir un petit temps pour que des solutions, européennes, puissent, émerger et être capables d'être industrialisées à l'échelle et réplicables, comme le dit Henri, parce que ça, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, on y arrive, client par client. Il s'agit demain d'être en mesure, sur étagère, d'avoir la solution qui puisse être, utilisée pour héberger la donnée, pour, utiliser l'IA et qualifier, l'intelligence artificielle. Parce que là aussi, on a un enjeu devant nous, hein. Si on utilise de l'IA massivement, dans nos systèmes, il s'agit ensuite de s'assurer que, tout ce qui est, généré à base d'IA ou qui utilise l'IA soit certifiable vis-à-vis de contraintes extrêmement, strictes. Là aussi, il y a des sujets. Donc, arriver de passer de l'idée, du concept sur lequel on est plutôt, très bon, à quelque chose de concret. Des actions ont été lancées, de grands consortiums se sont créés auprès de pôles de recherche et d'excellence en France pour y arriver et en Europe, mais le chemin sera, comme le dit Henri, encore très long. Tu veux ajouter quelque Et chose, Henri, par rapport à ça? Ouais. ouais, ça simplement qu'on a en France quand même des compétences techniques, des compétences scientifiques qui sont vraiment fortes et ces techniques de l'intelligence artificielle générative, ça il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont des résultats, très bons. Ça On a aussi un écosystème qui permet de plus en plus facilement le financement, de start-up en France. On n'est pas au niveau des États-Unis, c'est clair, mais ça on constate quand même que, bah, OpenAI, ça émerge, ça aux États-Unis, il y a une capacité à mettre en avant et mettre sur le marché, ça des nouvelles technologies, qui nous manquent encore en France. Donc on essaye de travailler là-dessus, ça va me permettre de faire une aparté. Effectivement, Capgemini, typiquement, accompagne des startups dans l'accélération de leur développement. Ça Et on a aussi des instituts mixtes, les IRT notamment, recherche, Mmh. qui vont permettre d'accompagner la mise sur le marché, de la recherche et je pense que c'est un axe sur lequel il faut continuer à appuyer parce que c'est quelque chose sur lequel on est encore en retard, je pense, par rapport aux compétences techniques et scientifiques qu'on a. Mmh. Alors, c'est marrant parce qu'on a, du coup, une bonne tendance optimiste, hein, dans vos propos, mais on sait que, voilà, rien n'est acquis. Mmh. Je pense que ça joue, enfin, d'avoir une entreprise, qui soit, à couverture internationale au niveau des Mmh. ressources humaines comme Capgemini, bon, ça doit quand même, aider justement au partage de l'information, à rester, top of the art, on va dire, Mmh. heu, Ouais. Ouais, ça aide beaucoup. Alors il y a plusieurs aspects par rapport à ça qui nous aident. C'est en effet la couverture internationale. Tu disais Mathieu, on est présent partout et on essaie de construire des centres, qu'on appelle des centres d'excellence, qui soient capables d'intervenir dans, différents, endroits du monde. Donc pour te partager, les retours d'expérience, la bonne manière d'adresser tel ou tel sujet. Il y a aussi tout un modèle, quand on adresse un sujet, on l'adresse très souvent pas seul. On est accompagné par, les éditeurs outils, par des centres de recherche, par des universités, avec qui, on travaille sur les sujets de demain. Il s'agit d'être toujours, 1 pas ou 2 pas, peut-être 3 pas en avant de nos clients pour les guider dans cette démarche, mais avec beaucoup d'humilité. C'est des sujets complexes. On ne peut on y va avec humilité, mais justement essayer d'être dans ce rôle de guidage, donc avec des, instituts de recherche. En France, tu évoquais Henri les IRT.
avec des éditeurs logiciels, de manière à ce que ce qu'on propose soit faisable aussi, quand à la fin, ça finira dans un outil. Donc de discuter aussi avec les éditeurs logiciels pour se dire: «Bon, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire tout de suite. Donc voilà comment, vous, clients, vous allez pouvoir gérer telle ou telle problématique que, on a capturée». Et ça fait partie en effet des bénéfices que d'avoir un groupe, à l'échelle internationale comme Capgemini qui, ne va pas seul discuter avec ses clients, mais avec tout un consortium autour pour apporter la meilleure réponse. C'est clair, c'est clair. Est-ce est-ce qu'on peut, partager aux auditeurs des exemples, concrets, réussis, de digitalisation dans l'industrie française, pour essayer d'imager, d'illustrer un petit peu, les concepts dont on parle, depuis le début de l'émission? Oui, on en a quelques-uns en effet. Déjà dire que depuis quelques années, les industries, françaises, ont, pour beaucoup d'entre elles, entamé des processus de digitalisation massifs et juste pour donner une idée aux auditeurs, on ne parle pas d'une amélioration à la marge de la performance. C'est pas quelques pourcents qu'on va chercher via la digitalisation et heu, via ces nouvelles approches. C'est vraiment un objectif j'appelle ça un objectif de rupture, c'est-à-dire qu'on veut réduire les temps de cycle de 20, 30, 40, 50. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être fait en juste, paramétrant autrement ce qui existe déjà. C'est vraiment en se disant: «Il va falloir repenser en profondeur mon entreprise, il va falloir penser en profondeur la manière dont je vais digitaliser». Ce n'est pas digitaliser ce qui existe, c'est je repense la manière dont mon entreprise et mon écosystème autour de mon entreprise fonctionnent et sur cette base-là, repenser, optimiser, je vais digitaliser. Et là, on a des exemples où en effet on atteint des chiffres assez impressionnants puisque, ça peut aller de 20 à 50 de réduction du temps de cycle sur des systèmes, encore une fois, comme on le disait avec Henri, très complexes. On parle d'industrie, de l'aéronautique, de la défense, du médical, de l'automobile, donc là où on vient faire des systèmes extrêmement complexes, coûteux dans leur conception, coûteux dans leur production et pour autant, avec la digitalisation et avec toutes les approches dont on parle, notamment l'ingénierie des systèmes complexes, on arrive à des résultats assez, impressionnants, de réduction du temps de cycle. Mais du coup, tu peux nous donner un exemple concret, j'en sais rien, sur un truc, hyper précis, Alors je crois que c'était un exemple de l'automobile, je pense qu'Henri le connaît aussi, où typiquement, le développement d'une fonction, automobile, donc une spécification d'une fonction auprès des sous-traitants de l'automobile avait été réduit de 1 an à 3 mois. d'accord. Voilà, 1 an à 3 mois. Donc quelque chose de massif. On ne parle pas encore une fois d'une amélioration. Donc, j'ai une fonction majeure de ma voiture, que je souhaite, spécifier pour qu'un sous-traitant, de l'automobile française puisse, l'implémenter. Mais avec toutes les itérations qu'il y avait par le passé, ça prenait 1 an. Désormais, avec la digitalisation, une approche beaucoup plus, collaborative dans la spécification, on le réduit à 3 mois, donc c'est assez, massif. Donc ça, c'est à l'échelle d'une fonction. Donc tu imagines à l'échelle d'un véhicule ou à l'échelle d'un système, complexe comme cela, c'est très important. Je sais pas si c'est le type d'exemple Ouais, je sais pas, que Henri, tu tu en as recherches? un Ouais, en tête, toi, ouais. en Ça alors, je vais pas avoir de chiffres sur ce que je vais donner parce que c'est encore en cours. Ça ouais, c'est pas un mais débat politique, tu es pas obligé de donner des chiffres. ouais, ouais, non, mais On va te on croire quand parle même. aussi, on parle, typiquement d'avoir de la co-conception, à la fois d'un produit, donc là, en l'occurrence, c'est un avion. Donc comment est-ce qu'on peut concevoir un avion, 5 ans avant qu'il soit produit réellement? Co-conception de cet avion et en même temps, des usines qui vont le produire et des services qui vont permettre de le maintenir par la suite. Et donc on arrive, 5 ans en avance à concevoir, ce à travers ces outils digitaux, l'ensemble de ces produits de façon cohérente. Donc ça, c'est typiquement un cas d'application du digital twin. Donc c'est D'accord. Airbus qui travaille fortement sur ce sujet, aujourd'hui et qui vise quand ça sera mis en place, des réductions du temps de production et du temps de mise sur le marché, ce de l'ordre de effectivement 20 à 30. Ça fait une bonne transition. Alors, je ne sais pas si on va dire que c'est le sujet épineux de l'épisode ou pas. Vous allez voir, c'est intéressant. La transition écologique. La transition écologique, elle marche, moi je le répète souvent dans les épisodes, elle marche sur deux pattes. Elle marche sur la patte de la sobriété et la patte de l'efficacité. Dans tout ce qu'on vient d'illustrer là dans les exemples, on voit
des exemples concrets d'efficacité, et on va essayer d'illustrer, on va essayer d'en parler. Mais on peut voir aussi peut-être un peu de contradiction avec les objectifs de sobriété. Parce que par exemple, si je développe un avion plus vite, j'en produis plus. Et est-ce que vraiment on est dans des objectifs de sobriété? Donc voilà. Mmh. C'est là où je disais que ça allait peut-être être un peu la question piège. Mais comment la digitalisation va permettre justement, tu en as parlé un petit peu, l'amélioration de l'efficacité et notamment de l'efficacité énergétique des industries. Alors ça, on a typiquement cette approche, d'efficacité, maintenant des approches, des méthodes qui, dès le départ de la conception, nous permettent d'avoir à travers des analyses du cycle de vie, des estimations de l'impact environnemental que les produits vont avoir, dans le futur. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui maintenant est existe, et qu'il faut être capable de déployer encore une fois à l'échelle. Donc on sait le faire localement et ça nous aide effectivement sur l'efficacité comme tu l'as dit. Il y a un des points aussi qui est important dans nos approches d'ingénierie, c'est qu'on travaille aussi de plus en plus sur l'usage, et pas uniquement sur des produits, mais aussi sur des services et donc on intègre tous les aspects opérationnels. Ça nous permet aussi d'intégrer quelque part des aspects de sobriété. Donc pas uniquement de voir si notre avion consommera moins, mais aussi de voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser de façon différente pour, avec le même produit, apporter plus de services, ça avec des conséquences environnementales plus faibles. Ça, c'est aussi un des axes de réflexion qui est vraiment important, au cœur de l'ingénierie. Et cette, servicisation, notamment du transport, c'est un des axes par lequel il va falloir aussi passer, ce pour l'aspect environnemental, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le tenir simplement en remplaçant des voitures, thermiques par des voitures électriques. Je comprends pas le Mmh. concept de servicisation C'est comme tu viens d'employer. Si ça si je comprends pas, c'est que les autres comprennent pas non plus, je te jure. ça bah, passer à une économie de service, Ah oui, d'accord. et plutôt que, de propriété, Ah oui, d'accord, et donc d'échange d'accord, donc ça les choses et complètement, enfin, l'exemple de la voiture est parlant. On n'a pas besoin de notre voiture, en permanence. Ça Écologiquement, ce serait beaucoup plus efficace d'avoir un service de déplacement à travers les voitures que d'avoir une voiture personnelle. ouais, c'est vrai, d'accord, OK. Et donc Pierre, ça fait partie, voilà, ça fait partie des choses qu'on intègre, Mmh. aussi dans nos modèles aujourd'hui. Mmh. Pierre-André, Ouais. par rapport à l'efficacité énergétique justement, aux consommations Mmh. énergétiques, est-ce qu'on travaille aussi sur des projets de digitalisation, de jumeaux numériques pour justement, Ouais. améliorer ces performances-là? Au niveau de l'efficacité énergétique des industries, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité d'aider les industriels à réduire fortement leur consommation? Oui, oui, on commence à avoir des solutions, pertinentes, pour les accompagner. Je vais pas, là vendre du rêve, hein. C'est des choses qui sont, récentes et qui, émergent de recherches qui, aboutissent ces dernières années uniquement. Henri a évoqué, ce qu'on pourrait appeler l'éco-design finalement, la capacité à penser, le produit en prenant en compte la composante énergétique au plus tôt. Moi, je pense aussi à des modèles mathématiques qu'on va utiliser. On a parlé de simulation quand on a parlé de jumeaux numériques tout à l'heure. Je vais te parler là d'optimisation. C'est-à-dire, tu parlais ça vient mélanger un peu tout ce qu'on s'est dit, tout à l'heure. C'est: j'ai un problème et c'est ce que se disent les industriels tous les jours. J'ai un problème, je dois réduire l'impact énergétique de mes produits ou de mon entreprise. Comment je vais faire par rapport à un contexte qui évolue? Donc déjà, on revient à des fondements très mathématiques, de modèles, qui vont nous permettre de représenter l'environnement de chaque acteur de l'entreprise pour que l'entreprise déjà puisse prendre les bonnes décisions en ayant cette composante énergétique en tête et donc, bah, tout simplement de faire des modèles énergétiques, différents scénarios par rapport aux évolutions du prix, Henri parlait de l'aéronautique, du kérosène, des habitudes des passagers, peut-être vis-à-vis de du service. Alors dans l'aéronautique, on n'achètera pas son avion, ça va, mais d'être en mesure d'avoir ce modèle-là pour, penser l'impact, énergétique de tel ou tel, futur produit. On parlait aussi de c'est ce qu'on appelle l'optimisation multidisciplinaire, où là, il y a une grosse base d'intelligence artificielle derrière pour venir épauler un ingénieur, un architecte dans la prise de décision et en se disant: «Là, c'est ça que je dois faire vis-à-vis, de l'impact énergétique qui est aujourd'hui une exigence de plus en plus forte». Avant, c'était, bon à avoir, maintenant c'est indispensable de l'avoir et de telle sorte à ce que, le système tel qu'il sera pensé demain prenne en compte cet aspect-là. Mais encore une fois,
impossible, je dirais, pour un ingénieur aujourd'hui, aussi brillant soit-il, d'arriver à, sans, ces solutions digitalisées, arriver à trouver la bonne solution du premier coup et c'est finalement ça qui a permis, la réduction de temps de cycle dont on parlait tout à l'heure. C'est que les solutions digitalisées avec des approches structurées telles celles dont on parle depuis le début, permettent de réduire les itérations, en fait et demain de réduire les itérations en ayant en tête cette composante énergétique. Mais c'est une discipline comme les autres et une discipline qui se modélise et qui vient se lier aux autres de manière à ce qu'on ne vienne pas l'apprendre, à la fin en dire: «Ah oui mince, j'ai oublié l'impact énergétique de mon système». Non, c'est une discipline qui dès le début, comme la cybersécurité, doit être pris, en considération autant que le software, autant que l'ingénierie mécanique, électrique, électronique, sur lesquels les ingénieurs travaillent depuis des années. C'est ça le grand changement sur lequel on doit essayer d'accompagner nos clients. C'est-à-dire que c'est une discipline, vous devez la prendre en compte dès le début et nous, on va vous aider à, lier toutes ces disciplines entre elles de telle sorte à ce que, vous puissiez avoir la bonne solution du premier coup. J'exagère un peu parce que vu la complexité, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on réduit les itérations et on adresse Ouais. l'ensemble du problème. On a échangé beaucoup autour de comment on pourrait le faire. Mmh. J'imagine que ça demande beaucoup de temps de cerveau disponible. Et donc, ça lie un peu avec la dernière thématique qu'on voulait aborder à l'épisode, c'est les enjeux de ressources humaines. Ouais. C'est un peu la guerre des cerveaux, comment on attire les meilleurs talents, comment on forme les meilleurs talents. On en parle souvent dans les médias, la pénurie d'ingénieurs pour architecturer un petit peu ce monde du futur et adresser l'urgence de la Ouais. réindustrialisation et la transition écologique, toutes ces thématiques qui vont ensemble. Alors, on voit aussi, d'ailleurs, c'est traité dans l'épisode avec Germain Gourenton. On traite aussi un petit peu de l'abandon des jeunes générations. Alors, évidemment, ça fait le buzz, hein. On aime bien inviter sur BFM TV l'ingénieur qui ne trouve pas sa voie et qui aime bien Oui. se croiser les doigts et qui dit qu'il n'y a rien à faire. Bon, alors, d'ailleurs, cette Oh. personne, je l'invite à écouter l'épisode avec Germain. Il y a beaucoup à faire. Si tu es ingénieur, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour la transition écologique. Et puis, merci à BFM de faire le buzz autour de cet énergumène. Je pense qu'on aurait pu faire le buzz autour des milliers d'ingés qui bossent tous les jours pour transformer le monde. Voilà, ça c'est mon petit message personnel. Mais du coup, comment on adresse cette problématique des ressources humaines aujourd'hui? Comment Capgemini, elle, adresse cette problématique? Comment on attire les meilleurs talents? Et quel message on passe aux jeunes en Mmh. disant, venez quand même travailler dans une grosse structure. Euh, Après, il en faut pour chacun, mais venez travailler quand même dans cette grosse structure parce que il y a de l'intérêt, il y a des choses à faire. Je pense qu'on peut faire un tour de table sur cette question parce que vous avez probablement Ouais. chacun votre propre vision des choses. Alors, on commence par toi, Henri, si tu veux. Ouais, ouais. Bah, alors heureusement, il y a effectivement encore des ingénieurs qui arrivent, qui sont motivés et qui nous apportent beaucoup. Ça On a malgré tout, notamment en France, une pénurie. Et pour ça, la force de Capgemini, ça va être l'ensemble du spectre des activités qu'on peut permettre de faire, aux personnes qui sont là. Ça On peut vraiment leur permettre de travailler dans différents domaines, et ça, pour les ingénieurs, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a aussi quand même un aspect, sur lequel, Capgemini est justement très, heu, moteur, c'est la transition énergétique. Et il y a un enjeu fort au sein de Capgemini, donc de réduire notre impact, mais surtout d'accompagner nos clients, dans la réduction de leurs impacts environnementaux. Ça et ça, c'est quelque chose qui parle de plus en plus aux jeunes ingénieurs. Et je pense une des dernières réponses, de Capgemini à cette crise, c'est justement l'aspect, mondial de l'entreprise. Et on a accès, à des compétences, des cerveaux dans l'ensemble du monde, aujourd'hui, là où on en manque en France, et donc ça nous aide clairement sur nos projets. C'est Mais toi, aujourd'hui Henri, que plus oui, personnellement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais expliqué que tu avais d'abord tu avais travaillé pour Capgemini ou une autre entreprise, je sais plus. Tu étais sorti, tu étais devenu freelance oui, pour avoir assouvir ton besoin peut-être un besoin de liberté. Et puis après, tu es revenu quand même. J'imagine que du coup, tu y trouves ton compte. Il y a peut-être plus d'intérêt à ça travailler dans des systèmes un peu plus complexes comme ça. J'en sais rien. Dis-nous ce que. ouais, complètement. Alors j'y trouve mon compte justement par la diversité
des activités que j'ai pu mener, à travers de l'encadrement de projet, de l'encadrement d'équipe, des activités techniques dans différents domaines avec différents contextes. Donc c'est vraiment ce cette diversité, qu'a pu m'apporter Capgemini, que je pouvais pas avoir dans des structures plus petites. Et c'est vraiment un aspect qui est intéressant. Ouais. Ok, merci beaucoup Henri. Et Pierre-André, qu'est-ce que tu veux, toi, nous donner un petit peu ta vision Bah, sur, je sur pense qu'il ça? y a 2 points, à titre personnel, moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup parlé ici de nos clients, auprès de qui on s'engage pour les épauler dans cette transition qui arrive. Mais finalement, on doit s'engager aussi auprès des personnes qui nous rejoignent parce qu'elles ont, j'ai presque envie de dire viscéralement en elles, cette dimension, écologique, impact sur le vivant et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas passer outre. C'est quelque chose qui est ancré dans les nouvelles générations et c'est super. Mais nous, on doit aussi, être à la hauteur de ce challenge-là, dans un moment où il y a une pénurie d'ingénieurs et dans un moment où, ces nouveaux ingénieurs arrivent, sur le marché et se disent: «Beh, je veux apporter ma pierre à l'édifice». Donc nous, on doit être en mesure, d'y répondre à cet enjeu et de proposer au maximum une démarche en ligne avec leurs attentes. Ça, c'est quelque chose vers lequel on souhaite aller et on y va déjà avec des enjeux, des objectifs assez forts, de réduction de notre impact et puis, aussi de notre capacité à épauler les clients sur ces sujets-là spécifiquement. Le deuxième point, bah, c'est que ces sujets-là de digitalisation, de gestion de toutes ces disciplines historiques de l'ingénierie, mais aussi nouvelles, finalement, on doit accompagner aussi les écoles d'ingénieurs dans la capacité à prendre en compte ces nouvelles dimensions, d'où des partenariats, hein, qu'on a, en France et ailleurs pour, colorer des parcours de formation avec cette dimension-là, de telle sorte à ce que quand un ingénieur sorte d'une formation de 5 ans, il ne soit pas complètement, largué, mais déjà au courant finalement de ces problématiques par le cursus qu'il aura suivi et là, il y a un très fort investissement de notre société sur ce type de sujet-là, de telle sorte à ce qu'avec, les promotions sortent avec une première vision des enjeux et des premières solutions surtout pour y répondre. Je peux compléter juste, Ouais, ouais, vas-y, avec un avec plaisir. point, ça effectivement personnel, c'est on a beaucoup parlé de, sustainability. Donc c'est un sujet qui m'est cher et Capgemini typiquement m'offre la possibilité de m'investir dans le comité RSE Sud-Ouest, donc à titre personnel et de sensibiliser les gens à travers des fresques du climat. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont Ah, mises en cool. place dans le groupe, et aussi, maintenant de porter une offre, écodesign, dont Pierre-André a parlé, qu'on va vraiment vouloir porter vers nos clients. Ce Et pour ça, un grand groupe et Capgemini en l'occurrence, a vraiment une force, qu'on ne peut pas trouver dans d'autres contextes. Écoutez, on arrive au terme de cet épisode. Déjà, ça va vite. Chaque épisode de Planète Ingénieur se termine par la possibilité aux invités de passer un message. Donc, vous pouvez passer plutôt un message personnel ou une promo sur un projet qui vous tient à cœur. J'en sais rien, c'est à vous. On fait un tour de table. Pierre-André, c'est toi qui commence. Je dirais que c'est l'aspect collectif des choses. Avec Henri, on intervient en tant qu'architecte sur nos sujets, mais que si on y va tout seul, on n'y arrivera pas. Donc la dimension collective, on a évoqué, dans la dernière partie avec la formation des nouvelles générations, elle est centrale et que finalement on a un gros enjeu de passer le relais ou être sûr que, quand on part en cordée et on part ensemble. J'insiste sur ça parce que beaucoup de fois on voit des sujets où, certains interviennent brillamment, mais seuls. On ira plus loin ensemble et c'est un vrai enjeu sur tous nos projets que d'arriver à faire passer ce message-là. Super. Et alors moi, je vais appuyer encore une fois sur l'aspect, durabilité, sustainability, où on n'a plus le choix, maintenant, et donc en tant qu'ingénieur, il faut que ce soit au cœur de nos préoccupations, au quotidien, et donc qu'on tienne vraiment en compte, les impacts environnementaux de tous ceux sur quoi on travaille. Ça fait partie de notre responsabilité d'ingénieur aujourd'hui. Super. Merci Henri. Moi, j'ajouterais juste un petit mot aussi Mmh par mh. rapport à la nécessité de former et d'intéresser les jeunes femmes au métier d'ingénieur. Bon, malheureusement, là aujourd'hui, on n'a pas de femmes autour de la table. Moi aussi, j'ai une pénurie dans les épisodes de femmes. J'essaye de trouver des invités, mais elles sont parfois plus réticentes ou c'est plus compliqué d'avoir la parité. Mais c'est un vrai sujet et je Ouais, pense que tout le monde s'accordera aussi sur ce point. absolument. Merci beaucoup, Oui. messieurs, de votre participation.
Et puis, je vous souhaite de très bons projets de digitalisation et merci de tirer la réindustrialisation de la France vers le haut. C'est très sympa de votre part. Merci Mathieu de nous avoir Merci, reçus. Mathieu. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.